Et on reste dans le monde de la production vidéo pour notre prochaine conférence avec une technologie qui risque de révolutionner notre manière de consommer de l'image. Il s'agit de la réalité virtuelle. Alors vivre un événement de l'intérieur comme si on y était, mais depuis son salon, ou découvrir des lieux paradisiaques sans bouger de son canapé, c'est en substance ce que permet notamment la réalité virtuelle. Alors pour en parler, nous accueillons Antoine Quérol, producteur et associé à Okyo Studio, ainsi que Pierre Zandrovich, qui est également associé d'Okyo Studio. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, ça va? Vous avez fait bon voyage? Très très bien. Bon, c'est déjà une bonne chose. Alors, on le dit un petit peu partout, la réalité virtuelle est en train de changer la donne. Alors, pour vous, est-ce que c'est une réalité, ces changements qui s'opèrent aujourd'hui? Je pense qu'on est encore aux prémices de ça, mais on pense que c'est quelque chose qui va changer la donne. Je pense que ce sera complémentaire avec ce qui existe, c'est pas quelque chose qui va déferler directement et remplacer tout ce qu'on connaît. Au contraire, je pense que tout ça va coexister, mais c'est quelque chose qui va amener une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de raconter des histoires qui va un petit peu changer la donne. Ouais. Et cette aventure d'Okyo Studio, vous l'avez démarré comme ça sur un coup de tête? C'était quoi? Vous avez senti quelque chose qui avait un potentiel de développement? En fait, il y a une petite histoire derrière tout ça. On était à un apéro chez des amis gamers. Ah voilà, tout commence par là. C'est ça commence toujours avec un apéro. Et ils avaient le premier masque que Oculus Rift a développé qui s'appelle le DK1. Et ils nous ont fait tester une démo, c'était un roller coaster assez mal défini. Enfin, c'est comme une sorte de jeu vidéo où on est un peu passif. Et on est dans un grand 8. Et en fait, on est sorti de là un peu chamboulé. Et on a commencé à réfléchir à des méthodes de captation, en fait, pour faire des films, parce que c'est plutôt quelque chose qui est fait pour les gamers à la base. Et nous, on s'est dit que venant du cinéma et de l'audiovisuel, il y avait peut-être une carte à jouer là-dedans. Et puis, effectivement, le challenge aussi de repenser tous les codes de la narration, c'est ça qui nous a vraiment intéressés. Alors pour mieux comprendre votre travail, vous avez préparé une petite présentation pour nous emmener dans ce monde d'Okyo. Alors je vous laisse démarrer sans plus tarder cette présentation. Qui êtes-vous tout simplement déjà? C'est pas mal de commencer par se présenter. Bon, je le ferai sans keynote pour l'instant. Voilà, donc en fait, avant de parler de réalité virtuelle, donc on va vous expliquer un petit peu ce que c'est, on va d'abord se présenter quand même. Nous, on est producteurs dans le digital depuis 10 ans. Enfin, Pierre est aussi réalisateur, mais comme il est associé, il est producteur. Donc on a testé les webdocs, toutes les formes de narration qui se sont créées petit à petit. On était dans les premiers comptes Dailymotion. Et donc le soir où on a découvert la réalité virtuelle avec Pierre, justement il y a 2 ans, on s'est dit, pour des producteurs dans le digital, c'est une suite logique d'aller sur cette forme de narration. Et on a commandé un premier masque, on a commencé à tritouiller un petit peu. Et on s'est dit à un moment qu'il y avait vraiment des choses importantes à faire. Donc on a créé une société qui s'appelle Okyo, qui est spécialisée dans la production de contenu pour la réalité virtuelle en prise de vue réelle. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses dans la réalité virtuelle qui vont se faire dans le gaming. C'était pas notre métier de base, ça l'est toujours pas, donc on s'est pas improvisé créateur de jeux vidéo. On est resté producteur d'audiovisuel dans la réalité virtuelle. Donc aujourd'hui, on peut parler de films interactifs, de films en prise de vue réelle, de films un petit peu d'animation, mais ce qu'on dira aujourd'hui est plutôt vrai, en tout cas pour l'audiovisuel, mais voilà, le gaming a ses propres concepts et ses propres narrations à part. Donc voilà, Okyo Studio, c'est ça. C'est une boîte de prod spécialisée là-dedans. Donc je vais commencer un peu, parce que je pense que c'est assez nouveau, par expliquer ce que peut être la réalité virtuelle. Je ne sais pas déjà, est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé les masques de réalité virtuelle ici? Donc ça fera pas de mal de commencer un petit peu. C'est pas énorme, il y a juste quelques mains qui sont levés. Il y a au 2e étage, 2 ou 3, je sais pas, il y a 5 masques Samsung avec pas mal de films, certains à nous, des films d'autres personnes. Je vous conseille d'aller tester après, comme ça vous pourrez voir concrètement un petit peu tout ce qu'on va expliquer ici aujourd'hui. Donc la réalité virtuelle, moi j'aime bien essayer d'expliquer ça en la comparant à la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est quelque chose que les gens commencent à connaître. C'est en gros, avec des Google Glass qui n'ont pas marché ou avec un smartphone, on va viser la réalité et là-dessus vont s'ajouter des couches d'informations. Typiquement, il y a des stations de ski qui font ça. Souvent, on est en des montagnes, on ne sait pas du tout quelle montagne est le Mont Blanc, le truc, le machin, on n'en sait rien. On va pointer avec le iPhone et on va voir le nom de la montagne qu'on pointe. Donc, parce que beaucoup de gens font l'amalgame entre réalité augmentée et réalité virtuelle, c'est très différent. La réalité virtuelle, c'est on va vous immerger totalement dans un univers qu'on aura recréé. Donc vous allez mettre un masque et vous serez coupé de la réalité. Donc vous serez en totale immersion avec un monde qu'on aura recréé en animation ou en prise de vue réelle ou bien pour les gamers sur un jeu vidéo. Donc la réalité virtuelle, comme beaucoup d'avancées technologiques, a eu un premier boom il y a 20 ans. C'est-à-dire énormément d'avancées technologiques font un premier pic dans les sociétés, puis disparaissent pendant 5 à 20 ans parce que les technologies ne sont pas prêtes, les gens n'ont pas encore envie de les adopter aussi parce que la technologie n'est pas au point. Et donc on a vu il y a 15-20 ans les premiers masques apparaître. Vous pouvez voir là-haut la gueule que ça avait, c'était pas très sexy. Donc ça a plutôt concerné quelques grands parcs à thème ou des choses comme ça, puis ça a très vite été abandonné à part l'armée. Donc l'avantage, ce qui fait qu'on en reparle depuis 2 ans, c'est que donc il y a un petit jeune qui s'appelle Lucky Palmer, ou Palmer Lucky, je ne sais plus jamais quel est son prénom,
Lucky Palmer, qui a créé ça il y a 2 ans. Lui, il n'a pas recréé la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, ça existe depuis 40 ans. Il a trouvé un moyen de la rendre portable, légère, pas chère. Donc aujourd'hui, il y a des premiers masques. Il y a le masque Samsung que vous verrez là-haut, qui est sorti au grand public, qui est en gros un masque que vous voyez là, dans lequel on plug un téléphone portable. Donc en fait, il y a 2 types de masques. Il y a tous les masques où on va plugger un téléphone portable. Donc ça, c'est un masque Samsung, donc on plug un Samsung. Mais il y a aussi d'autres marques, Carl Zeiss, Omido, le Cardboard aussi, qui est un masque fait par Google en carton qu'on construit soi-même. On va plugger les téléphones. Ces masques-là, on commence à sortir depuis 1 ou 2 mois. Et après, on a des masques qui sont un petit peu plus pointus, qui serviront beaucoup pour le jeu vidéo, mais qui seront aussi tout à fait compatibles avec des films, qui sont, vous voyez là-bas, l'Oculus Rift, le HTC, et il s'appelle plus Morpheus, maintenant on appelle ça le PlayStation VR. Voilà. Donc ça, c'est les masques que vous allez voir sortir à partir de 2016. Voilà, ça c'est un petit peu, ça c'est un des masques qui a rendu le truc un tout petit peu à la mode, parce que c'est pas cher, les gens peuvent l'envoyer à leurs clients, les producteurs peuvent l'envoyer à leurs influenceurs, des choses comme ça. On peut les customiser, on met un petit logo dessus et on l'envoie sous forme d'enveloppe, les gens le construisent, on met un téléphone dessus. Donc voilà, ça fait un petit panorama aujourd'hui de ce qu'est la réalité virtuelle et de comment on peut la regarder. On la regarde à travers des masques, mais aussi un avantage parce que, bien sûr, je pense que ça va faire partie du futur, ce qu'on disait, ça va mettre un petit peu de temps à se démocratiser. Les masques viennent tout juste de sortir pour les premiers. Les gros masques vont sortir premier quart ou première moitié de 2016. Mais pour l'instant, ce qui fait que ça va avoir un attrait rapide, c'est que c'est aussi compatible avec les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez tous dans la poche la réalité virtuelle, parce que YouTube a mis à jour son application, ce qui vous permet de la voir. Ils n'ont pas communiqué dessus, donc vous ne le savez peut-être pas. Mais aujourd'hui, sur YouTube, on peut regarder les vidéos en 360. C'est-à-dire on va prendre son device et en le pointant, on va naviguer dans une sphère à 360 degrés, enfin full dome même, parce qu'on a le haut et le bas. Et ça permet aussi de consommer des contenus de réalité virtuelle. On dira plutôt vidéo de 360 dans ces cas-là, même si on est dans un full dome, parce qu'il n'y a pas la même immersion, on n'est pas impliqué de la même façon dans le film. Mais c'est déjà un premier pas, et je pense que c'est aussi grâce à ça que les gens petit à petit vont s'y mettre, et après faire l'étape d'acheter un masque, parce que les masques sont pas chers. Enfin, pas chers, bien sûr, ça reste un investissement, mais c'est entre 5 et 100 euros. Donc je veux dire, par rapport à plein de smartphones qu'on a payé minimum ce prix-là, c'est quelque chose que beaucoup vont pouvoir s'acheter. Et donc à partir du moment où on a ces devices qui sont compatibles, on achète un petit masque à 80 euros, on met le téléphone dedans, et on est immergé dans la réalité virtuelle. Voilà. Je te laisse un peu... Ouais, en fait, il y a plusieurs façons. Souvent, les gens nous demandent comment on fait pour diffuser ces contenus. Alors, quand nous, on a lancé la société, au début, il n'y avait pas de plateforme. Donc il fallait uploader des vidéos sur des sites un peu obscurs qui étaient vraiment faits pour les fans de réalité virtuelle. Et YouTube, Facebook se sont mis depuis quelques mois à mettre au service de la VR leur plateforme. Donc maintenant on peut uploader des vidéos 360 sur ces plateformes. Donc il y a Facebook, il y a YouTube, potentiellement Vimeo et tous les autres vont s'y mettre. À côté de ça, pour consommer du contenu, on a aussi des stores qui sont connectés à Oculus et à Samsung. Donc on met le masque et on se balade dans une interface virtuelle devant laquelle on a tous nos contenus. Donc c'est un peu comme Minority Report, on voit tous les contenus qui apparaissent dans un espace en 3D et on clique, on pointe du regard et on clique sur le contenu qu'on veut regarder. Il y a aussi une autre façon de regarder du contenu 360 qui existe depuis, je pense, 30 ans, qui existe au Futuroscope ou à la Géode à Paris, à la Villette, qui sont des sphères sur lesquelles on peut diffuser des films. C'est moins immersif, mais ça permet à un plus large public de pouvoir regarder un film au même moment. En fait. On est moins isolé, on a une expérience plus sociale. Alors maintenant, on va parler de ce qui sont les challenges, nous, qui nous ont intéressés là-dedans. En fait, quand on fait de la réalité virtuelle, il faut repartir à zéro en fait. Nous on a vu ça un peu comme les Frères Lumière, c'est-à-dire qu'il fallait repenser tout depuis l'écriture, passant par le montage, le tournage et la post-production. Quand on est dans la réalité virtuelle, on est immergé dans une sphère, donc on est exactement comme si, c'est comme si je mettais ma caméra là, je vois absolument tout ce qui est autour de moi, je peux regarder en haut, en bas, à droite. Donc l'idée c'est que le spectateur peut regarder ce qu'il veut. Donc contrairement au film classique où on va pointer des choses dans un cadre, là il faut emmener le spectateur à regarder des choses. Donc on a par exemple le son, qui pour nous est 60% de l'immersion. Le son est spatialisé, donc par exemple on va entendre je sais pas, une petite sonnerie à gauche, si il y a un téléphone qui sonne sur la gauche, moi je suis là, forcément le spectateur va regarder à gauche. C'est une façon d'emmener le spectateur, et l'idée, le défi, c'est de faire en sorte que le spectateur regarde toujours là où vous voulez là où le réalisateur veut qu'il regarde. Il y a toujours cette question dans la réalité virtuelle, c'est quelle est la place du réalisateur là-dedans, parce qu'on a moins de... dans la mise en scène, en fait, on en revient presque à quelque chose de théâtral, en fait. Les acteurs ou le sujet, en tout cas, se déplacent autour de nous.
Il y a aussi autre chose qui nous a intéressé, c'est l'empathie. Il y a un réalisateur, enfin un directeur artistique qui travaille pour une société aux États-Unis qui s'appelle VRSE, qui dit qui s'appelle Chris Milk. Chris Milk qui dit que la réalité virtuelle, c'est une machine à empathie. En fait, l'idée, c'est que nous, par exemple, on a tourné un film en Syrie. Et on a montré une ville dévastée en Syrie. Et c'est vrai qu'on a beau voir toutes les images du monde de la Syrie actuellement, quand on met le masque et qu'on voit exactement ce qui se passe vraiment et qu'on voit une ville dévastée autour de nous, il y a cet effet d'ubiquité en fait, où tout d'un coup on se télétransporte dans un endroit et on peut vraiment voir ce qui se passe. Donc on peut comprendre ce que les autres vivent aussi à travers. Donc il y a aussi cette facette un peu pédagogique qui nous intéresse dans la réalité virtuelle. Il y a autre chose, il y a un autre défi dans la réalité virtuelle qui est d'un point de vue narratif qui est intéressant, qu'on essaye de travailler le plus, c'est l'émotion en fait. L'émotion dans la réalité virtuelle, c'est beaucoup plus compliqué parce que en fait on peut difficilement par exemple mettre de la musique, ou vu qu'on est dans la réalité, mettre de la musique par exemple, tout d'un coup c'est assez étrange. En fait, il y a plein de choses comme ça, plein de codes qu'il faut repenser de A à Z. Donc on travaille dessus et on n'a pas fini de trouver les réponses à toutes ces questions. Tu veux parler de la technique? Je vais commencer. En fait, donc il y a l'écriture d'un côté, il y a la narration, mais il y a aussi la technique qui a changé. On travaille plus vraiment avec les mêmes caméras que d'habitude, on travaille avec des caméras 360 degrés. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Le plus connu et le plus classique, c'est un rig GoPro. Donc on prend 6 caméras qu'on agrège sur un rig, sur une sorte de morceau de plastique imprimé en 3D. Donc c'est assez artisanal. Chaque caméra filme un angle de vue et ensuite en post-production on vient réunir toutes ces images pour créer une sphère. Ça c'est la technique, on va dire low cost, qui est très pratique pour le documentaire, qui est pas du tout invasive, c'est une toute petite caméra. Nous on essaie de développer des choses pour la narration qui sont beaucoup plus puissantes que ça, parce qu'on essaie d'avoir un rendu cinéma. Du coup, comme c'est moi qui fais les keynotes et pas lui, j'avais prévu un petit exemple pour vous montrer un peu ce dont il parle. Parce qu'en effet, voilà, il y a cette boule GoPro qui est donc une première étape qui permet de filmer en une passe tout à 360 degrés. Donc c'est un avantage, c'est-à-dire que pour ce qui va être le documentaire, des choses du réel, c'est très bien parce qu'on ne peut pas guider les gens, on ne peut pas construire notre décor, donc on va planter la caméra et filmer tout d'un coup. Le problème de ça, comme vous voyez là, c'est, vous voyez au centre de l'écran un petit problème, c'est des choses qu'on appelle les problèmes de stitching, de couture d'image. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... qu'on soit bon ou pas bon, ou qu'on soit le meilleur du monde, si on filme tout en une seule fois avec ces rigs qu'on imprime en imprimante 3D dans lesquels il y a 6 caméras, quand on va passer d'une caméra à l'autre, il y aura toujours un petit défaut de stitching parce que c'est impossible de bien coudre les images à tous les plans en fait. Donc cette GoPro elle est bien, elle est pas très chère, ça permet de faire des films dans une bonne économie, ce serait à peu près comme faire un film aujourd'hui, un peu plus cher en post-prod mais pas plus cher en tournage. Après nous notre challenge c'était d'aller un petit peu plus loin. Nous on essaie de se dire professionnel de l'image, donc avoir quelque chose comme ça c'est très bien pour un documentaire, les gens vont nous pardonner s'il y a des petites erreurs, pour de la fiction ou pour un clip, on est censé avoir plus de temps de préparation et pouvoir contrôler son décor, le spectateur va moins pardonner. Donc ça c'était le premier truc technique, et il y a aussi autre chose, c'est que quand on fait ça, le réalisateur est face à quelques contraintes. C'est-à-dire si on filme tout d'un coup, comment le réalisateur va diriger ses comédiens, comment il va pouvoir interagir dans la scène, donner son avis. Ouais, on pourrait planquer une petite GoPro, il se met 2 pièces derrière, il regarde, mais c'est pas très cool pour lui. Pareil pour le chef opérateur. Si on fait ça, il va me dire mais attends, toi t'es super cramé, les gens sont noirs, moi il faut que j'éclaire mon public pour qu'on le voit, des choses comme ça. Donc il a fallu qu'on invente. Enfin on n'a pas breveté de choses, on est plusieurs boîtes à avoir eu des idées similaires. Et donc on est parti sur une autre façon de faire qui est en gros filmer, nous on appelle ça comme des parts de tarte, des pointes de tarte parce qu'on travaille avec des Québécois. C'est qu'en gros on va filmer en plusieurs passes. Alors vous êtes tous là. Souvent, il y a très peu de films où les gens passent le temps à courir autour de nous. Donc souvent, on est dans des scènes comme ça, il y a des gens qui parlent là, une action qui se passe là, et on va filmer en plusieurs parts de tarte. On va faire une part de tarte publique, on va vous filmer, super. Après, une part de tarte là, une part de tarte là, et on va coller ces parts de tarte. Par exemple, voilà, ici, on a fait un clip. Donc là, vous pourrez regarder, il n'y aura jamais de problème de stitching, donc de problème de couture. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va filmer une passe du décor vide, pour être sûr d'avoir son décor bien posé. Et après, on va filmer chacun des musiciens séparément. C'est-à-dire, eux, ils connaissent leur tempo, ils ont le retour à l'oreille. Je vais vous mettre de son quand même. Voilà, ils ont le retour à l'oreille, donc on peut les filmer chacun séparément et ils sont totalement synchronisés. Donc voilà, nous, c'est quand même une façon de filmer qu'on préfère. Pour info, là, ce que vous voyez, c'est la sphère en fait aplatie en fait.
D'où le côté très grand angle. Ce que vous voyez là, c'est quelque chose qui va être mis dans une sphère ensuite, donc l'image n'est pas du tout déformée. L'idée, c'est que quand on regarde ce que vous voyez là, ce que vous voyez, c'est plat, c'est comme si vous y étiez en fait. Donc effectivement, ce que disait Antoine, c'est que voilà, nous, ce qu'on a essayé de développer, c'est quelque chose où on est là et on peut travailler avec notre équipe et on est derrière la caméra en fait. Donc quand vous voyez l'extrait de clip que vous avez montré Antoine, dans chaque axe, en fait, toute l'équipe est derrière. Et on peut communiquer et pouvoir observer ce qui se passe. Et effectivement, on n'est pas là à poser sa caméra et puis partir et se cacher derrière un meuble en espérant que ce qu'on filme est bien, quoi. Ouais. Ensuite, ça c'est alors la réalité virtuelle pendant 1 an, je pense, ça va être ce que vous voyez là, c'est-à-dire une sphère en 2D. Quand je dis en 2D, c'est-à-dire pas en relief, qui est autour de vous. Donc c'est assez impressionnant, mais c'est assez limite. Parce qu'au bout d'un moment, on a un peu l'impression d'être dans une bulle, en fait. Et ce que vous voyez, c'est aplati sur une sphère. Nous, quand on s'est lancé dedans, on s'est aperçu on n'est pas les seuls, hein, mais pas mal de gens se sont aperçus qu'à partir du moment où on met un masque sur les yeux, on met des lunettes sur les yeux, pourquoi se priver du fait qu'on puisse tourner aussi en relief? Du coup, les films de narration, on les tourne en 360, mais on s'est rajouté une contrainte en plus, qui est le relief. Du coup, là, on a vraiment une impression d'immersion totale, parce que quand un personnage s'approche de vous, on a vraiment l'impression qu'il se déplace dans la profondeur, en fait. Donc, on est une véritable profondeur tout autour de nous, en fait. Donc, le relief, pour nous, c'est d'ici 1 an ou 2, c'est impossible de ne pas en avoir, en fait. Et d'ailleurs, je vous conseille, vous, si vous montez, enfin, et vraiment, je vous conseille de monter, hein, vous pouvez regarder plein de films, donc il y a des philao qui vous font des démos, et il y en a un qui est un trailer d'un film qu'on fait qui s'appelle Philippe and I. Si vous avez 10 minutes devant vous, regardez 1 ou 2 contenus, puis après regardez Philippe and I, qui lui est en stéréo, et vous verrez que vous aurez vraiment envie de toucher les gens en face de vous. Parce qu'en fait, on dit réalité virtuelle, nous dans la réalité virtuelle, on voit tout en 3D. C'est-à-dire on voit rien, tout est en relief pour nous, pour l'œil humain. On est habitué à ce relief, à cette profondeur. Et donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on veut, tu parlais du don d'ubiquité, transposer les gens dans un univers et leur faire croire, les toucher de façon réaliste, voilà, on sera obligé de passer par du relief. C'est-à-dire, comme disait Pierre, il y a 1 an où tout va marcher parce que c'est waouh qu'on découvre et qu'on est tous, et même nous, hein, passionnés par ce qu'on voit, c'est déjà pas mal. Mais une fois qu'on a testé le relief, je pense qu'on arrive à un moment où on ne veut plus voir quelque chose en mono dans un casque de réalité virtuelle. Donc voilà, ça c'était un peu déjà un peu ce que c'est la réalité virtuelle, quelques défis narratifs, quelques défis de tournage. Et juste avant de passer à ça, j'ai oublié un truc. Il y a aussi quelques règles dans la narration qui ne sont pas la narration dont parlait Pierre, d'empathie, de créer de l'émotion, enfin qui est la vraie narration, qui est le cœur d'un film. Il y a quelques règles aussi à respecter quand on va faire un film, s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui veulent essayer après, qui sont des règles presque techniques d'écriture. Par exemple, aujourd'hui, on arrive à tromper le cerveau. On va mettre un masque de réalité virtuelle qui va vraiment tromper le cerveau, induire en erreur. Ça peut redonner le vertige, ça peut donner des vraies émotions, ça peut faire très peur. Et on trompe le cerveau, mais on ne trompe pas le corps. Le corps, il sait bien, lui, ces fesses-là, elles sentent bien qu'elles sont assises sur un petit fauteuil. Et ça, c'est très dur à tromper. Donc, par exemple, si on fait un film en réalité virtuelle avec quelqu'un tout d'un coup à qui on fait peur, à qui on va pointer un flingue et qui va devoir se mettre à courir très vite, ça ne va pas marcher. Parce que nous, on ne peut pas courir dans le film. Donc il y a beaucoup de règles comme ça à respecter. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de films en réalité virtuelle, ceux qui sont bien en tout cas, hein, pas forcément les nôtres, mais de toutes les boîtes qu'on respecte et qu'on aime leur contenu, c'est des contenus fixes, très très souvent fixes. Quand je dis fixe, c'est-à-dire pas de mouvement humain. On ne peut pas recréer quelqu'un qui marche, créer quelqu'un qui court. Par contre, on peut faire des mouvements d'une voiture qui roule. Parce que quand on est dans une voiture, nous on est assis dans une voiture, donc le fait que la voiture roule, si on est censé être assis dedans, ça marche. On n'aura pas ce décalage de sensations, ces problèmes d'oreille interne dont parlent beaucoup de gens. Je sais qu'il y a eu un gros problème sur la réalité virtuelle, beaucoup de gens disaient ça donne la nausée. En fait, le problème, ce n'est pas les masques qui donnent la nausée, c'est la responsabilité des producteurs et des réalisateurs de ne pas vous donner la nausée. Si on respecte ces règles, vous n'aurez pas la nausée. Le masque en lui-même, ce n'est pas une technologie qui rend malade, ça ne donne pas le mal de mer. Mais après, il y a beaucoup de règles comme ça, j'en donne une en exemple, mais peut-être tu vas en donner d'autres ou... Non, mais je voulais juste prolonger ce que tu disais. C'est vrai que maintenant, il y a une nouvelle forme de note, en fait. Quand on va sur le site d'Oculus et qu'on télécharge une expérience Oculus Rift, il n'y a pas marqué si c'est bien ou pas, il y a un nombre d'étoiles de confort, en fait. C'est-à-dire que l'important dans une expérience de réalité virtuelle, c'est aussi le confort. C'est-à-dire que ce que disait Antoine, c'est si jamais on prend une caméra et qu'on marche avec cette caméra et qu'on va avoir un mouvement comme ça, si jamais on met le masque, c'est comme si on était en voiture et qu'on lisait, en fait. Tout d'un coup, on va avoir en fait, notre cerveau ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Du coup, on a le vertige ou on a un mal de mer ou quoi. Donc effectivement, c'est pas un problème technique, c'est un problème de contenu, en fait. Il y a d'autres petites règles, là, j'en ai mis quelques-unes, donc je me dis, vu que vous voyez, autant en parler vite fait. Il y a par exemple la ligne d'horizon.
nous, à partir du moment où on met le masque, on va s'imaginer qu'on est donc dans une vraie réalité. Et si jamais je ne respecte pas cette ligne d'horizon, si je fais trop de mouvements comme ça, ou par exemple si je commence dans un lit et que je dois me lever, des mouvements comme ça ne marchera pas. Ça donnera envie de vomir et une personne sur deux enlèvera le masque. Parce que la réalité virtuelle, il faut se dire que, là je vais répéter des trucs que j'ai entendus dit par des professeurs, mais donc je le dis simplement parce que je n'ai pas tout compris. En gros, la réalité virtuelle, ça atteint le cortex limbique. C'est quelque chose qui est très profond, ancré dans le cerveau. Normalement, toutes les formes d'entertainment, depuis qu'il y a l'écriture, puis la musique, puis l'audiovisuel, ne touchent que le cortex dont j'ai oublié le nom, qui est juste sous le crâne, et donc qui touche ce cortex-là. La réalité virtuelle, ça va plus profond. Ça touche ce cortex limbique qui, lui, est justement le cortex qui provoque le vertige, les émotions fortes, ces choses-là. Donc à partir du moment où on est si fort ancré dans le cerveau, on doit respecter certaines règles pour que lui continue à pouvoir évoluer dans cet univers faux. Donc typiquement, voilà, tous ces mouvements dont on parle, ne pas bouger la caméra, En fait, ces choses-là. juste pour clore ce petit chapitre, on peut déplacer la caméra, mais on ne peut pas la déplacer sur des marches où il y a certaines choses à respecter. C'est-à-dire que typiquement, je vous conseille d'essayer une expérience de réalité virtuelle où la caméra est sur un drone. C'est hallucinant, c'est hyper agréable, on a vraiment l'impression de voler. Donc c'est pas ne pas déplacer la caméra, c'est déplacer la caméra, mais avec certains détails à prendre en compte. On ne doit pas recréer de mouvement humain, quoi. Voilà, exactement. Peut-être tu veux parler un peu de post-prod, parce que moi j'y connais rien. Je vais la faire assez courte. La post-prod, alors effectivement, on a abordé le fait qu'on tournait en 3D. En fait, contrairement au cinéma classique, aujourd'hui, on peut faire un film tout seul dans sa chambre. Là, faire un film d'expérience de réalité virtuelle, c'est vraiment connecté à la post-production. Nous, souvent, quand on fait des films, on va dire de très bonne facture en réalité virtuelle, il y a toujours un superviseur d'effets spéciaux qui est sur le tournage pour vérifier justement ce dont parlait tout à l'heure Antoine, que les pointes de tarte sont bien alignées et que tout ça fonctionne. Donc voilà, c'était juste un petit point pour dire que la réalité virtuelle en cinéma, elle est toujours connectée à la post-prod, quoi qu'il arrive. Donc nous, en l'occurrence, on travaille avec un studio de post-production qui nous suit sur chacune des productions qu'on fait. On fait pas nos films tout seul. Et même si on fait quelque chose en Boulgo Pro, à ce moment-là, ce ne serait peut-être pas un studio qui nous suit, mais il faut quand même quelqu'un d'un petit peu habilité à manier quelques logiciels pour justement passer cette phase de couture d'image. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on rentre dans des phases de post-production normales, qui donc égale très compliqué, normal, quoi, tous ces logiciels qu'ils utilisent tous. Mais voilà, il y a quand même une première phase. Et il y a aussi, on parle de post-production image, il y a une post-production sonore très importante. Pierre le disait tout à l'heure, dans la narration, ce qui va beaucoup nous aider, c'est tout ce qu'on appelle les stimuli visuels et sonores. Donc les stimuli visuels, ça va être... quelqu'un regarde la caméra, puis d'un coup il regarde derrière, donc je vais tourner la tête pour regarder forcément, vu que je suis le regard. Mais aussi tous ces stimuli sonores qui vont beaucoup aider les réalisateurs et les scénaristes à raconter leur histoire. Nous, le but, en effet, comme disait Pierre, c'est que même si vous pouvez regarder partout, on veut que vous regardiez là où nous, on veut que vous regardiez. On raconte une histoire quand même, on n'est pas juste là pour filmer des beaux paysages. Ou alors on fait un film pour National Geographic et c'est cool, mais s'il y a une narration, on veut que ça se suive. Donc le son va beaucoup nous aider là-dessus. Après, dans le son, je vais essayer de pas trop être technique. Encore une fois, même moi, en technique, je suis pas bon, donc je le dis avec mes mots. On appelle ça grosso modo le son 3D. On va avoir un son spatialisé en fonction de l'image. Pour ça, pour le faire simple, il y a plusieurs pistes. Il y a la piste de l'holophonie. Voilà, beaucoup de gens, nous on est partis là-dessus au début, beaucoup de gens sont partis là-dessus. Ça marche pas. L'holophonie, en gros, c'est, vous pouvez tester. Hein, si vous connaissez pas, sur YouTube, il y a plein d'exemples d'extraits holophoniques qui sont mortels. C'est filmé avec une tête en bois et le micro, c'est les deux oreilles. Donc on pose la tête en bois avec les deux micros et ça va permettre, pour des prises de vue fixes, d'enregistrer le son qui va bouger autour de nous. Un des exemples les plus connus sur Internet, vous verrez, c'est le barbershop. On met un son et on entend quand on se fait raser le son monter millimètre par millimètre vers l'oreille. C'est très précis. Beaucoup de gens dans la VR, au début, sont partis sur l'holophonie. Le problème de l'holophonie, c'est prévu pour, quand nous on est fixe, enregistrer du son qui lui bouge. Donc on est parti là-dessus, beaucoup d'autres boîtes sont parties là-dessus, on a perdu beaucoup de temps et un peu d'argent. Et à un moment on s'est dit, mais non, c'est pas ça qui marche. Donc finalement, maintenant il y a deux autres, c'est pas des règles, mais deux autres façons de faire, chacun après ses petites spécificités. On va appeler ça de toute façon du son 3D ou du son spatialisé, on va le faire de différentes façons. Soit on a un film où ce qu'on appelle les objets dynamiques sont très importants. Une petite fille va courir la moitié de la pièce, des portes vont claquer, des choses comme ça. Si on fait ça, on va prendre ces sons à part, on va prendre ce qu'on appelle des sons seuls. L'ingé son, il va aller enregistrer le bruit de la porte, enregistrer la petite fille qui court, toutes ces choses-là. Et après, une fois qu'on a notre sphère dans un logiciel de post-production, on va placer nos sons exactement où on veut qu'ils se jouent par rapport à la sphère. Donc c'est quelque chose de un peu plus bourrin que la chose dont je vais parler après, mais qui, en fonction des films, peut être meilleur. C'est comme les caméras tout à l'heure, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Donc le son, soit on le spatialise après, on prend nos sons seuls, ou on peut même faire des bruitages après en post-production, et les placer autour de la sphère. Soit on va faire ce qu'on appelle de l'ambisonique.
c'est quelque chose de plus précis qui après, c'est comme si on le traduisait par un quadrimix stéréo en gros. On va prendre plein d'ambiances qui sont réelles, qu'on prendra en live vraiment pendant le tournage et qui en fonction de où on regarde prennent une portée différente. C'est-à-dire là, moi j'ai mon public, donc si vous commencez à rire, je vous entendrai des deux oreilles pareilles parce que c'est comme ça que ça se passe. Si je tourne la tête, le son met plus de temps à arriver à l'oreille gauche dans la réalité, je veux dire. Donc nous, on va recréer ce truc au mixage, c'est-à-dire qu'au moment où je tourne la tête, si vous rigolez, je vais l'entendre d'abord là, puis ça va venir à mon oreille. C'est très subtil, hein, ce sera, je sais pas, mais quelques microsecondes, millièmes de seconde, mais c'est quelque chose d'important. Donc voilà, la post-production image, voilà, c'est sûr, il faut être encadré, c'est quelque chose d'un peu lourd, et la post-production son aussi. Donc, alors, il y a forcément, même pour prolonger ce que disait Antoine, il y a une partie, en fait, on flirte un peu avec le jeu vidéo dans la réalité virtuelle. Typiquement, ce son-là, cette méthode de son, c'est quand même des choses que l'industrie du jeu vidéo a déjà exploré bien avant nous. Du coup, si on veut vraiment prolonger l'expérience, on peut aussi, alors c'est plutôt du jeu vidéo, mais on peut aussi installer des outils qui nous permettent d'interagir avec le film. Donc, typiquement, il y a un truc qui s'appelle le Leap Motion. Et le principe, c'est que vous voyez cette petite barre sur le masque. En fait, quand vous mettez vos mains devant, pardon, en fait, ça détecte les mains. Donc du coup, on peut interagir avec un film ou une expérience quelconque. Donc là, voilà, ça c'est les deux yeux, ce qu'on voit, voilà. Et là, on voit clairement ses mains dans le film. Donc on n'a même pas besoin de gants, c'est assez délirant. Voilà, donc ça c'est un outil qui s'appelle le Leap Motion. D'ailleurs, je crois que cette société a été rachetée par une des boîtes de réalité virtuelle. Ensuite, il y a HTC qui a développé ce qu'ils appellent un tilt brush. C'est une petite télécommande qui nous permet de dessiner dans l'espace, en fait. Donc là, ils ont invité le dessinateur de la petite sirène à dessiner la petite sirène en 3D, en fait. Voilà, donc là, il est dans une sphère 360 et puis il peut carrément dessiner, il peut tourner autour de son sujet. Donc ça a des applications pour les industriels, pour les artistes. Là, on est un peu au-delà du divertissement du cinéma, mais c'était intéressant de le pointer quand même. Donc en gros, tous les masques, tous les gros masques, on disait tout à l'heure, il y a les masques avec téléphone portable, les masques connectés à un ordinateur. Tous les masques connectés à un ordinateur vont arriver là-dessus. C'est-à-dire, moi j'ai testé le dernier Oculus, on a une manette qui permet avec un bouton de contrôler ses trois doigts, un là et un autre là, donc on est en pleine possession de ses mains, on peut prendre les choses. Le Morpheus aussi a je sais pas comment tu as appelé ça là. Une télécommande ? Non, ouais, bon, le truc que tu as dit là. Donc ils vont tous passer à Tilt Brush, voilà. Ils ont tous ces trucs-là, mais ils vont pas les sortir tout de suite parce que ils veulent qu'on s'immerge par étapes. Donc c'est pour ça qu'il y a une première vague qui sort avec les masques par téléphone portable, puis on va arriver avec les masques de catégorie professionnelle, puis Oculus, 6 mois après avoir sorti leur nouveau masque, vont sortir ces manettes-là, parce que je pense, je ne suis pas dans leur tête, mais à mon avis, ils veulent que les gens s'habituent. Moi, quand j'ai testé ces trucs des mains, ça fait 1 an et demi ou 2 maintenant qu'on développe des trucs en VR. Quand j'ai testé ça, je suis sorti, j'ai mis quand même un quart d'heure à prendre conscience de ce qui venait de m'arriver. C'était quand même vraiment fou, c'est une expérience vraiment folle. On est en pleine possession de faux bras avec des fausses personnes et on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est des choses qui vont être très très intéressantes dans le jeu vidéo, évidemment, mais qui vont aussi nous concerner dans l'audiovisuel. Parce que l'audiovisuel aujourd'hui, vous connaissez tous, j'en suis sûr, les webdocs, tous ces formats-là, c'est quand même des formats où maintenant on veut attirer la personne à jouer dedans. On veut devenir un peu des spectateurs de nos programmes. Et donc nous, dans l'audiovisuel, on va vouloir aussi pouvoir interagir avec des endroits. C'est-à-dire, le jeu vidéo, la vraie différence, c'est du temps réel. C'est-à-dire, moi, je vais construire un jeu et je vais décider que mon personnage peut aller voir qui il veut, quand il veut, bouger où il veut. Nous, c'est différent. On va faire un programme qu'on va précalculer, qu'on va rendre en avance pour qu'il soit de bonne qualité. Mais dedans, je peux quand même décider que j'ai 5 portes de sortie, 3 personnes à aller voir. Et pour ça, on va interagir. Donc, on va interagir bientôt grâce à ses mains. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait pour l'interaction et qui marche très bien, c'est l'interaction avec le regard. C'est-à-dire quand on est dans une sphère, moi je peux décider par exemple que si je regarde 3 secondes monsieur, il va se mettre à parler. Et si je ne le regarde pas, il ne se met pas à parler. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il a raison, on flirte avec le jeu vidéo. On ne fait pas du jeu vidéo dans la mesure où nous, on sait quelle histoire on veut raconter, ça aura toujours la même fin, mais les moyens d'arriver à cette fin peuvent être variés. Voilà. Et c'est pour ça que cette interaction, dans le jeu vidéo, ça fait aucun pli que... C'est normal, ils avaient des manettes, maintenant ils auront leurs mains. Mais nous, dans l'audiovisuel, ça nous intéresse beaucoup aussi. Un petit schéma, voilà.
Voilà, des chiffres. Des Ouais, chiffres, fallait en c'est toujours placer bien un. de mettre des chiffres dans une présentation. Il y en a Alors, même un deuxième après. Hein. alors, en fait, je ne sais plus exactement, mais dans l'idée, en fait, là, pendant encore un an, ça va pas être... c'est pas vraiment encore l'explosion. Pour l'instant, on compte beaucoup sur les téléphones portables pour regarder des films de réalité virtuelle, grâce justement à ce que racontait Antoine tout à l'heure avec le gyroscope qui permet de regarder ça. Il va y avoir un premier boom qui va être surtout chez les gamers. Et l'idée, c'est que d'ici 2020. Le gros, Ouais. c'est censé être le gros. Ça, d'ici 2020, ils en prévoient, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 100 millions. Ouais. Après, il y a des chiffres un peu partout. L'idée, quand même, c'est de dire qu'on est sur un truc où, là, tous, déjà, vous, si vous êtes là, vous êtes précurseurs. Rien que si ça vous intéresse, vous êtes précurseurs. Nous, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, parce qu'il y a une logique monétaire dans les sociétés, on doit trouver de l'argent, tout ça. Beaucoup de gens qui nous ont dit, non, mais vous arrivez peut-être trop tôt, on est vraiment aux prémices du truc, la 3D n'a pas marché, blablabla. Nous, on se retrouve dans une phase où on pense que c'est exactement le bon moment, en fait. En effet, ça ne va pas rentrer tout de suite chez les foyers. En effet, ça va arriver petit à petit, mais c'est maintenant qu'on va tirer le savoir pour s'imposer plus tard. Parce que bien sûr, toutes les grosses boîtes de prod vont s'y mettre, d'ici 2018, 2019, 2020. Besson, quand il en a acheté à ses gosses ils vont dire « Papa, pourquoi t'en fais pas ?» Il va se mettre à en faire. Mais lui, il va attendre que ses gosses lui disent pour le faire. Nous, on est un peu plus l'âge de ses gosses que lui-même, et donc c'est à nous de tester. Donc aujourd'hui, il y a plein de logiques qui peuvent faire un petit peu peur quand on dit la post-production, c'est long, les caméras, c'est cher, tous ces trucs-là. Parce qu'on est dans une période artisanale. Aujourd'hui, rien n'existe. C'est-à-dire, Oculus, ce qu'ils ont fait, ils ont pris une leçon du premier iPhone qui était sorti et qui a fait un flop parce qu'il n'y avait pas d'appli, il n'y avait pas de store, donc les gens n'ont pas pris le premier iPhone. Ce qu'ont fait Oculus, c'est qu'en gros, ils nous ont balancé des casques il y a 2 ans, qu'on paye quand même, hein, pas cher, mais qu'on paye quand même, pour que nous, on développe des programmes pour que quand ça sorte, les gens puissent quand même consommer du contenu. Ce qui fait que maintenant, vous pouvez monter au 2e étage, regarder des films, alors que les masques sont à peine sortis. Donc c'est très bien, ça fait que nous on est ravis de ça parce que ça fait que les gens vont adopter plus vite les devices, les casques. Mais nous pour faire les films, le problème qu'on a c'est qu'on doit tout construire de zéro. On a dû construire nos caméras, construire nos micros, construire nos workflows, même réinventer la façon de faire un storyboard. Maintenant il faut bien se dire que tout ça est très artisanal là pendant encore 2 ans. Mais les caméras vont sortir, les micros vont sortir, les casques de bonne qualité vont sortir, et que c'est quelque chose qui va vite devenir accessible à tout le monde. Il y a une caméra de Samsung qu'ils ont appelée le Project Beyond, une caméra de Nokia qui s'appelle Ozo, une caméra française qui s'appelle Gyroptique, qui sera un peu plus grand public que professionnel. D'ici 2 ans, on pourra tous aller chez les loueurs de caméras, je ne connais pas les noms en Suisse des magasins de loueurs de caméras, mais y aller et on pourra louer une caméra 360 en 3D stéréoscopique qui filmera en une passe si on veut. Et donc c'est quelque chose qui sera accessible. Après l'idée c'est quand même je pense pour ceux qui sont intéressés, que ce soit au scénario, à la réalisation, à la production, de commencer à s'intéresser, de tester des trucs, ces premières boules GoPro, des choses comme ça, même si on ne fait pas des choses parfaites, ça vous permettra d'être prêt de savoir quoi faire, quoi pas faire, quel mouvement ne pas faire. Là nous on a donné quelques-uns mais on en découvre tous les jours. Et donc je pense que c'est une bonne phase de test qui va se passer là pendant 2 ans. Là ils ont prévu en 2016 Oculus de vendre 5 millions de masques. C'est très peu, ils seront à perte, mais ils savent que ça va aller très vite. Donc parfois on peut faire peur en parlant de post-prod, de caméra, de part de tarte. C'est une phase d'expérimentation qui va être amenée à évoluer. Après on peut même se poser la question de comment la VR elle-même va évoluer. On a plein de gens qui nous disent aujourd'hui mais vous êtes sûr que les gens veulent se mettre un masque sur la gueule, rester enfermés, attends on est chez soi, on ne sait pas ce qui se passe, ça se trouve ma meuf se barre pendant que je mate un film, je ne sais pas. Et du coup ça peut devenir un peu flippant. Et ce qu'on pense nous aujourd'hui c'est que la VR on est convaincu que ça va marcher. Comment ça va marcher, on ne sait pas. C'est-à-dire, il y a plein de façons de s'imaginer que ça puisse marcher. Je parlais au tout début de la réalité augmentée par rapport à la réalité virtuelle. On peut tout à fait imaginer, c'est ce que Microsoft travaille là-dessus avec un casque qui s'appelle HoloLens, qu'on arrive sur une réalité mixte. C'est-à-dire qu'on ait des masques dans lesquels je puisse être en réalité augmentée et parfois, si je veux, en réalité virtuelle, ou même me faire un film à base de la réalité qui est vraiment la vraie réalité. Donc il y a ces premiers masques-là. On peut aussi imaginer, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Her, avec Joaquin Phoenix. À un moment, il rentre dans son salon. Je vous conseille, c'est un film vraiment bien. À un moment, il rentre dans son salon, il veut jouer aux jeux vidéo. Il allume sa console et en fait, je crois que c'est limite 180 degrés de son salon s'allume et les personnages deviennent des hologrammes qui viennent se poser à côté de lui et son personnage est juste là. Tout ça, c'est de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, pour moi, la réalité virtuelle, c'est vraiment une nouvelle façon de raconter des histoires, quelque chose qui va c'est une vraie force d'immersion, une machine à empathie, comme tu disais, mais c'est pas forcément et ce sera pas forcément qu'un casque qui nous coupe du monde. Voilà, donc il faut bien
faut pas essayer d'analyser le futur avec les éléments qu'on a aujourd'hui. Il faut juste se dire qu'on peut pas l'analyser, que le futur en fait il va aller là où nous on veut qu'il aille. La technologie est neutre, c'est nous qui allons l'emmener là où on pense que ça doit être le mieux pour nous, spectateurs. C'est nous le pouvoir, la force de frappe, parce que c'est nous qui payons les films, c'est nous qui allons regarder. Donc en fonction de ce qu'on aimera, je pense que la réalité virtuelle va aller vers quelque part, c'est sûr. Maintenant nous on n'en doute plus. Ou je sais pas, on va décider un petit peu tous ensemble de là où ça ira. Je ne sais pas si on a le temps de parler des projets qu'on a fait. Oui, bien sûr. Ou alors, comme vous voulez, soit question, soit on parle de nos projets. C'est comme vous voulez. Alors on va demander dans la salle s'il y a déjà Ouais. des questions. C'est vrai que c'est un champ qui est assez vaste, on a pu le comprendre, très technique, mais qui laisse envisager de belles perspectives. Alors n'hésitez pas à vous lancer, hein, je crois que c'est quand même une thématique qui doit vous intéresser, la réalité virtuelle, n'hésitez pas. Alors une question, avec le micro. Bonjour, bravo, super intéressant, magnifique, on est en admiration. Nous, on essaye de temps en temps quelques expériences aussi avec des rigs GoPro, donc on est toujours mal stitché, voilà. On fait vomir les gens, on apprend, mais on a 2 ans de retard. On a fait ça pendant 8 mois. Hein. Oui, oui, bien sûr, c'est ça. Une question tout à fait pragmatique, parce que moi je m'intéresse beaucoup aussi au compositing, je veux dire à tout ce qu'on peut ajouter à une image au niveau graphique à l'intérieur. Et du coup, on n'est pas du tout encore les maîtres du 360. Donc, dans votre studio de post-production, quel logiciel ils utilisent? C'est du cinéma 4D, c'est du After Effects? En fait, c'est exactement les mêmes outils que sur du cinéma classique. En fait, on utilise Nuke, Cinema 4D effectivement, c'est vraiment tous les logiciels qu'on utilise d'habitude. C'est juste qu'il y a un moment, il y a un traitement qui fait qu'on va le passer ensuite dans une sphère 360. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'outils. Il y a des plugins donc des petits scripts qu'on va rajouter dans nos logiciels au fur et à mesure qu'ils sortent. Il y a des éditeurs de plugins qui sont en train de s'y mettre au fur et à mesure. Il y a une époque, quand on faisait nos films, enfin il y a une époque, c'était il y a 2 mois. Il y a encore 2 mois, quand on faisait des films en réalité virtuelle, à chaque fois qu'on voulait voir notre film, il fallait qu'on l'exporte, qu'on le sorte du logiciel, qu'on le mette dans le masque. Là maintenant, il y a des petits plugins qui permettent de connecter le masque directement au logiciel de montage en fait. Donc on peut regarder le montage en live directement sur le masque. Donc vraiment, c'est... presque chaque semaine, il y a des nouveaux outils qui sortent, qui nous permettent de travailler plus rapidement en post-production. Et puis, justement, dernière question, au lieu de finalement faire nos expériences nous-mêmes, mieux vaut travailler avec Okio Studio. Finalement, vous avez tout le savoir-faire. C'est ça que vous cherchez aussi, des partenaires, des expériences, des gens qui veulent se lancer dans des nouvelles narrations, que ce soit fictionnelles ou documentaires? Nous, en fait, c'est vraiment le Far West, la réalité virtuelle. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent nous voir, mais on a toujours fonctionné comme ça. Avec Antoine, on avait une société de production avant qui existe toujours, qui fait du contenu digital, et on a toujours marché un peu au coup de cœur. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ça qui nous galvanise, on va dire. On n'a pas vraiment de... Ensuite, c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse le plus actuellement, c'est le documentaire et la fiction. Et la pub quand même pour gagner sa vie. Mais... Ouais. Après, accessoirement la pub. Après, on aime bien les tartes et les pizzas, vous allez voir, mais on a une philosophie chez nous qui est la pizza, c'est on se dit... tu gardes ta part de pizza, mais si tu as grossi la pizza, tu as grossi ta part. Et donc plus on va prendre des gens dans l'équipe, des réalisateurs, des talents, des producteurs, des gens qui sont curieux, plus on a grossira ensemble la pizza de ce que va être la VR. Donc ouais, on est très ouvert à ça. Forcément, nous, on est une boîte, on est comme une start-up, on est 5. Bon, après, avec plein d'intermittents, des gens qui bossent pour nous, mais en ce moment, on développe plusieurs films. Parfois, on en abandonne en plein développement parce qu'on s'aperçoit que le réal, il l'a pas vraiment pensé pour la réalité virtuelle. Il l'avait pensé pour autre chose, il essaye de recycler son truc. Donc, il y a des projets qu'on abandonne, mais oui, nous, le but, c'est de retrouver plein de projets. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un point super important, c'est que je pense que la réalité virtuelle, ça s'adapte à tout. Au documentaire, à la fiction, à la pub, au porno. Il y a le premier porno qui est sorti avant-hier et tout. Ils sont toujours précurseurs. Mais juste, faut se dire que ça doit être écrit et pensé pour. On ne peut pas recycler une vieille idée et la mettre en VR. Et c'est aussi pour ça que le jeu vidéo prend un tout petit peu de retard par rapport à l'audiovisuel. On pensait tous que le jeu vidéo irait beaucoup plus vite que l'audiovisuel. En fait, le jeu vidéo prend un peu de retard. Parce qu'il y a 2 ans, je crois, à l'E3, non, il y a 1 an à l'E3, le patron de Sony, les gens ont commencé à huer et tout en disant ils sont où les jeux de VR. Il a dit finalement on n'en sort pas cette année, désolé, attendez 1 an de plus. Là ils viennent d'en sortir 4, je crois, parce qu'ils ne peuvent pas réadapter leur ancien jeu si facilement. Il faut concevoir des jeux qui sont adaptés à ça. Typiquement, si je fais un jeu de tir de first person FPS, là, si quelqu'un arrive derrière, je vais devoir me retourner pour tirer. La demi-seconde que je vais perdre à me retourner, je vais perdre parce que je suis moins rapide que celui qui a une manette. Donc je vais devoir changer mon centre. Si je change mon centre en permanence, ça va me donner le tournis. Donc ils doivent réinventer des nouvelles formes de narration. Et donc c'est pour ça que prennent un peu plus de temps, parce qu'ils doivent vraiment réinventer encore plus profondément. Mais nous, voilà, c'est un peu ce truc-là de se dire, ça marche sur tout, mais il faut que ce soit vraiment pensé pour la réalité virtuelle. J'ai fait une digression suite à... Non, mais alors les champs d'application sont multiples, on a bien compris. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'éthique quelque part?
Dans Dans certains champs d'application, alors on parlait tout à l'heure de journalisme, en fait, ou du reportage, ou avec une limite peut-être voyeuriste. C'est vrai qu'il y a, je sais pas, un problème d'éthique, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une responsabilité dans la création de contenu. C'est-à-dire que typiquement, la réalité virtuelle, les premières choses qui sont sorties en réalité virtuelle, c'est des choses très sensationnelles. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est le roller coaster, c'est le saut en parachute. On n'a pas tout de suite voulu raconter des histoires. On était déjà dans un truc un peu gamer. Plus dans le fun, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, très vite, il y a forcément, comme c'est un truc un peu sensationnel, il y a des films d'horreur qui ont commencé à sortir. Et un film d'horreur en réalité virtuelle, c'est super flippant. C'est vraiment, quand on se fait courser par Freddy dans un couloir, c'est pas la même chose qu'au cinéma, quoi. On peut pas se cacher sous son on est en fauteuil roulant. Ouais. Non, mais c'est... Il y a un film qui est sorti où on est dans une chaise roulante dans un asile psychiatrique, c'est leur Shutter Island, c'est l'enfer. Enfin, les gens, il y a des gens qui arrivent à tenir jusqu'au bout, mais c'est quand même assez violent. Donc, c'est vrai que il faut quand même, quand on fait des films de réalité virtuelle, il faut quand même se dire que les gens vont vivre ça, et que c'est très très fort, et que ça peut être violent pour certaines personnes. Donc, il faut quand même, en tout cas dans un premier temps, essayer de faire vivre des émotions assez douces aux gens, parce que sinon. Ensuite, en termes d'éthique, nous, on a fait donc effectivement ce film, on en parlait tout à l'heure, qu'on a fait en Syrie. Nous, l'idée, c'était quand même surtout de montrer ce qui était et ce qui se passait là-bas et de le montrer de façon complètement omnisciente. Il y a pas le parti pris, c'était de montrer les choses telles qu'elles le sont en fait. Et c'est ça que permet la réalité virtuelle. On parlait tout à l'heure d'empathie, c'est ça que ça provoque en fait. Donc pour le moment, en tout cas, on n'a pas été vraiment confronté, je crois pas, à ce problème de. Une fois, je lui en parlais tout à l'heure. Mais après, je pense que ça va venir. On en parlait, il me posait cette question tout à l'heure. C'est une bonne question qu'on ne nous pose pas souvent. Un moment dans le truc en Syrie, quelqu'un, un moment, un djihadiste vient nous serrer la main, un mec de Daesh, et donc le journaliste qui, lui, pour faire les images, se fait passer pour quelqu'un de Daesh, sinon il n'a pas le droit d'être là, serre la main et elle sourit et tout. Le mec nous sourit, il dit comment ça va. Et on a coupé cette scène en se disant oh là là, comment ça va être vu, les gens vont nous dire qu'on est pour Daesh, qu'on veut humaniser les gens de là-bas. Donc on a coupé cette scène, mais je pense qu'on a coupé cette scène parce qu'on est dans une première phase où, pour l'instant, quand on met la réalité virtuelle, on n'est pas habitué, on se dit quel est le point de vue, qui on est. On est forcément quelqu'un, j'incarne forcément quelqu'un, je suis forcément moi l'incarnation de quelqu'un là-bas. Mais parce que je pense que c'est le début. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit un film, on ne se pose plus la question de mais qui est la caméra ? La caméra, c'est juste, on ne se la pose même pas, c'est un point de vue omniscient qui raconte une histoire. Et je pense qu'on va peut-être arriver à un stade, dans quelques années, où les gens seront habitués, où on se dit ce sera moins grave cette question d'éthique parce qu'on ne sera plus « Ah, j'incarne quelqu'un, ah, je suis telle personne ». On sera juste, c'est une façon de découvrir un univers et ce point de vue est aussi omniscient, peut aussi être omniscient et juste raconter quelque chose différemment. C'est vrai que le consommateur fait la démarche aussi de prendre le casque et de le mettre sur ses yeux, hein. Il y a aussi ça. Oui, mais il fait la démarche d'allumer sa télé, d'aller au cinéma et d'allumer la radio. Donc il y a une démarche qui est quand même similaire du fait d'aller vers de l'entertainment. Donc je pense que, vraiment j'en sais rien, on va voir dans les années que peut-être ça se diminuera cette notion de responsabilité morale. En fait, il y a effectivement ce truc qu'il y avait, justement, je parlais des Frères Lumière, l'un des premiers films des Frères Lumière, c'est le train qui arrivait à la gare, les gens dans la salle de cinéma, ils se levaient, ils voyaient le train arriver face caméra, et ils se levaient, ils sortaient de la salle. Ils n'arrivaient pas à se détacher vraiment de ce qu'ils voyaient, parce que c'est la première fois qu'ils le voyaient. La réalité virtuelle, c'est pareil, dans un premier temps, on est tous complètement hallucinés par ce qui se passe. Il y aura peut-être un moment où on va quand même vivre ce décalage et se dire bon, ce que je regarde c'est pas réel en fait. Pour le moment on se le dit forcément parce qu'on n'est pas habitué, mais bon. Et d'ailleurs une fois qu'on aura fait ce décalage, peut-être que plein de choses qu'on a dit aujourd'hui seront plus vraies. Tout ce que je disais sur les mouvements, c'est vrai aujourd'hui, c'est sûr que c'est vrai pendant encore au moins une bonne année, mais ça se trouve au bout d'un moment on va s'habituer et tout ce que je dis sera plus vrai et on pourra marcher, courir, faire des choses comme ça. C'est comme il y a un ami qui me disait il y a pas longtemps après une conférence, il me dit ah mais t'as raison, il paraît que pour les premiers TGV, les premières personnes qui ont pris le TGV, pendant 15-20 minutes, voyaient flou parce que leurs yeux n'avaient jamais vu des images défiler à telle vitesse. Et finalement, plus personne aujourd'hui voit flou dans un TGV. Et donc peut-être qu'on aura ce truc-là qui fait que nous, en fonction de comment on va intégrer, digérer ce truc, les règles vont changer et s'ouvrir un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? N'hésitez pas. Ils sont très timides. Il n'y a pas de questions débiles, c'est tellement nouveau. En fait, j'en ai encore une. Vous avez le micro. Ouais, super. On a parlé de scénariser à 360, hein, forcément. Vous aviez changé vos méthodes de storyboarding. Vous arrivez à nous expliquer un tout petit peu concrètement, finalement, le docu, comment, quoi Alors, d'abord, il y a une première phase où on fait juste un cercle.
Et ça, c'est le point de vue du dessus, en fait. C'est comme un plan c'est un plan vu du haut. Un plan au sol. Un plan au sol, voilà. Et en fait, on met les personnages, les actions avec des flèches. On montre en gros ce qui va se passer dans la sphère autour. Donc ça, c'est vraiment la première partie hyper basique. Et ensuite, on fait un autre travail sur le storyboard, mais pour le moment qui est assez simple. Mais je pense qu'on va peut-être développer des techniques. Enfin, il y a des gens qui vont sûrement travailler sur des techniques plus élaborées. Là, sur le film qu'on a tourné, on a tourné un film de science-fiction il y a 15 jours. Et le storyboard, ce qu'on a fait, on a fait un truc très simple. On s'est dit juste, on va faire des cases où en fait, la case du haut, c'est le haut, la case du centre, c'est le centre, la case de gauche, c'est le gauche, et voilà quoi. En fait, on fait le nord, sud, est, ouest, et puis ce qu'il y a derrière. Donc en fait, on fait juste des cases où on montre ce qui se passe dans chaque partie de C'est l'image. simple, mais pendant quelques mois, on a essayé une autre piste. Donc c'est pas si simple. Si on arrivait à ça, c'est que c'est quand même clair. On a 3 carrés et 2 qui, pour l'équipe, pour tout le monde, fait bien comprendre que là, il se passe là, 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 là. Au début, ce qu'on faisait, c'était 2 vignettes à 180 degrés. Et en fait, c'est pas pratique du tout. C'est illisible en fait. Parce que personne va comprendre, le comédien il va dire mais attends c'est trop énorme 180 degrés, je suis où exactement, donc voilà c'est... L'idée c'est de diviser pour que ce soit plus clair pour l'équipe en fait. Alors on comprend que vous vous éclatez, c'est un laboratoire, vous explorez des pistes, mais finalement est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le public peut être prêt pour cette réalité virtuelle, parce que finalement c'est lui qui est concerné hein. Ouais, on est vraiment convaincus. Venez nous, après avoir testé, n'hésitez pas à venir nous dire. Nous, ça fait 2 ans qu'on le fait. En effet, on n'a pas commencé trop tôt parce que ça nous a permis de faire toutes ces erreurs nous aussi pendant longtemps, de trucs qu'on n'a pas sortis. Je pense que maintenant, oui, au tout début, les premiers casques, nous, forcément, encore une fois, la pub, on doit gagner notre vie, donc on essaye de faire de la pub. On allait voir des annonceurs, des agences. Les premiers casques n'étaient pas prêts. Beaucoup de gens, je me souviens d'un patron de BM qui nous disait mais c'est génial, mais par contre, tu reviens me voir quand c'est bien. Voilà, donc, mais vraiment, c'est très bien, mais tu reviens dans quelques années, mon cher. Exactement. Et on va aller le revoir très vite maintenant, parce que je pense que là, on arrive au moment où ça y est, les gens commencent à être prêts. Déjà, pour plusieurs raisons. Les gens veulent plus de choses, c'est normal, on apprend plus vite, on va plus vite, on est surinformé, on veut aller plus loin. Et c'est une suite logique, quand on y pense, c'est l'immersion et le rapprochement des écrans. Au début, il y avait le cinéma, on était super loin, puis il y a eu la télé, puis il y a eu l'ordinateur, puis maintenant on a le iPhone, et hop, c'était quelques centimètres de plus finalement. Donc c'était une suite logique qui, sans qu'on s'en rende compte, qu'on a presque créé nous-mêmes et qu'on voulait. C'est pareil, au début, il y avait le noir et blanc sans le son, ensuite ils ont mis le son, ensuite ils ont mis la couleur, ensuite ils ont mis le 3D relief. Et maintenant, on accumule tout ça pour aller vers une nouvelle forme de narration. Et donc, je pense que non seulement les gens sont prêts, mais les gens l'ont voulu même sans presque le savoir. Et Zuckerberg, quand il rachète Oculus, parce que lui, son but, c'est quand même un de ses gros buts non cachés, c'est faire un réseau social à Avatar. Il dit non, mais aujourd'hui, les gens sont 14 fois par jour en moyenne sur Facebook, ça suffit plus. Maintenant, les gens vont vouloir être dans Facebook. Et ouais, ok, c'est peut-être flippant, la science-fiction, tout ça, je sais pas. Moi, je vois pas ça de façon flippante. Je me dis encore une fois, on en fera ce qu'on en fera. Mais je pense que c'est une suite logique qu'on a cherchée. Donc, je pense que les gens sont prêts. Ouais. Et puis, en fait, tout simplement, quand on essaye, souvent les gens sont convaincus en fait assez vite parce que c'est tellement bluffant en fait. Souvent les gens, en fait, de l'extérieur, quand on regarde quelqu'un mettre un masque, il a tout de suite l'air con. Il regarde n'importe où. Enfin, c'est vraiment, ça a l'air, on dirait un peu une poule sans tête, quoi. C'est vraiment. Et puis en fait, quand on s'aperçoit de ce qui se passe à l'intérieur, c'est tellement bluffant que les gens sont souvent convaincus assez vite, quand même. Vous parlez d'un formidable vecteur d'émotions, mais est-ce que dans un futur très proche, ces émotions, on pourra les partager avec 2 personnes qui regardent une même production avec 2 casques et être dans la même production et finalement aussi se voir? Est-ce que ça c'est... Là, il y a une... aujourd'hui, ils ont sorti une application... j'étais en avance sur mon temps. Extraordinaire. Il y a Samsung qui a sorti un programme qui s'appelle Social VR. Et en fait, le principe, c'est de faire des choses avec ses amis. Donc, on peut avoir un ami qui est à l'autre bout du monde. On est chez soi à Paris ou à Lausanne. Et en fait, on peut alors jouer à des jeux ensemble ou alors même regarder un film dans une salle de cinéma à 2. Donc on est tous les deux, on a un petit avatar, on peut choisir l'avatar qu'on a comme dans un jeu vidéo, et puis on est assis dans un fauteuil, on est tous les deux à côté, puis on regarde un film, on peut se chatter, se parler, même se parler à voix haute en fait. Et voilà, donc c'est en fait le futur de ça, c'est clairement le social media, parce que effectivement le problème de la réalité virtuelle actuellement, c'est de se dire qu'on est enfermé, qu'on a une expérience qui est vraiment solitaire. Donc clairement, Facebook et tous ces gros groupes, ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse se connecter ensemble, éventuellement partager des choses ensemble, vivre des choses ensemble et même peut-être apprendre des choses ensemble. Mais après, ça peut se faire par des trucs très subtils dans un premier temps. Je sais plus qui nous parlait de ça, vous avez l'exemple la dernière fois et ça m'a beaucoup marqué, je savais pas. Il me dit, mais il y a l'interactivité, il y a la sociabilité passive. C'est-à-dire, pourquoi quand Titanic passe à la télé, alors qu'on l'a tous vu 12 fois, qu'on connaît le film par cœur, il y a une grosse part d'audience. C'est parce qu'on sait que quand on le regarde, on n'est pas le seul à le regarder, que plein de gens le regardent avec nous, qu'on en parlera peut-être le lendemain, qu'il va se passer quelque chose. C'est inconscient tout ça, mais c'est ça qui se passe. Et donc, une des premières phases aussi, ça va être de montrer que
tu regardes un film en même temps que tes amis et que tu peux les inviter à regarder un film. Ça ne sera pas forcément on est tous ensemble avec un avatar à se parler. Ce sera des petits détails comme ça qui vont amener petit à petit le social vers quelque chose qui après créera de l'échange. Aujourd'hui au cinéma, ouais c'est social parce qu'on entend les mecs rire, c'est pas vraiment très social. Ce qui est social, c'est l'expérience que ça procure quand on sort, quand on parle du film qu'on a vu, quand on va développer et débattre là-dessus. Et je pense que c'est ces petits trucs qui vont ajouter petit à petit. Bon bien sûr il y aura le côté Facebook, univers parallèle avec Avatar, mais sur vraiment nous ce qui est notre cœur de métier, ce qui est vraiment raconter l'histoire avec des films, je pense à des petits trucs le côté social. Parce qu'il y a aussi des expériences poussées à l'extrême. Là il y a une salle qui va ouvrir à Los Angeles où il y a 200 casques dans une vraie salle de cinéma avec un son commun. Donc voilà, il y en a qui testent des expériences, mais c'est un gros débat le social là-dedans. Là, vous avez parlé tout à l'heure de vos productions, je crois qu'on peut en voir quelques-unes. S'il n'y a plus de questions, parce que... Voilà. Il y a une question juste là. Nous, on aime bien parler de nos films, mais c'est bien. ça peut être... Alors, on attend que le micro arrive, c'est juste là-haut. Voilà, ça arrive. Bonjour, merci pour la présentation, c'est vraiment intéressant déjà. Bien proche du micro quand vous entendez. Voilà. Merci. Moi je me posais la question, c'est un outil quand même qui pénètre, c'est un outil qui nous permet de pénétrer encore plus dans le cerveau humain, tant au niveau de l'audiovisuel, comme vous l'expliquez, où on arrive à agir plus directement sur les émotions. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de perdre cette notion entre la réalité et ce monde virtuel, comme on a vu certains incidents qui sont produits, on a tous vu dans les journaux, dans certaines universités notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce niveau-là, ou est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui est un risque? Alors, je fais la réponse Fayot, après je réponds vraiment. La technologie est neutre, on en fait ce qu'on veut. Je pense qu'il y a un risque, mais qu'il y a un risque qui n'est pas très différent de ce qui se passe avec déjà d'autres formes d'entertainment en fait. Ouais, il y aura toujours des abus, toujours des extrêmes, et c'est sûr que ça va arriver. Donc je vais pas nier, mais je suis pas sûr que ça arrive plus que ça n'arrive avec certaines tueries à l'école qui doivent être liées à tous ces films de guerre qu'on voit et à ces choses-là. Après, on peut voir aussi le côté de façon positive, je sais pas, peut-être, de se dire que ça va tellement te marquer que ça va peut-être pas du tout te donner envie d'aller tuer des gens. Ça va peut-être tellement te choquer et tellement te faire croire que c'est réel que ça va te faire peur et t'éloigner de ce truc, je sais pas. Mais je dis que on verra, mais que tout est possible quand même. C'est pas forcément amené à aller vers un truc triste et flippé comme ça, comme beaucoup de science-fiction, de films de SF le font. Parce qu'un film de SF, si jamais le mec il fuit, il n'y a pas de film de SF autour du truc. Donc forcément, ils vont aller vers cette histoire un peu dark et nanana. Je sais pas. Mais oui, forcément, c'est quelque chose. Nous aussi, on se pose la question et parfois on rigole, on dit j'aimerais pas que dans 50 ans on envoie un Terminator me tuer parce que j'ai pris part à des trucs affreux comme ça, tu vois. Donc on espère que ça va pas aller là et qu'on prend pas parti à ça, mais je sais pas. Merci. Une autre question? Ah, oui, juste là. Terminator. Une question. Moi, je voulais vous demander, vous avez parlé de Facebook, de Samsung. Je voulais savoir quel accueil vous avez auprès de médias plus traditionnels, médias télé. Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples en Europe, ou voire au-delà, qui seraient un peu précurseurs et qui se mettent un peu à ces nouvelles actions? On développe en ce moment un film de science-fiction avec Arte, qui a été, pour le coup, je pense, la première chaîne qui s'est vraiment intéressée au sujet. Deuxième après Discovery, mais presque. Ouais, en tout cas en France. Donc si on a rencontré pas mal d'acteurs, on a travaillé aussi avec Canal+. On a vu qui d'autre, France Télé, France Télé, Orange, ouais. Le Parisien, Le Monde. Enfin, il y a pas mal de médias qui s'y intéressent, à deux titres, pour la fiction d'un côté, donc notamment avec Arte par exemple ou Canal+, et sinon pour tous les journaux, c'est pour le journalisme, enfin ouais, pour des reportages en fait. Donc non, actuellement ça les intéresse en fait. Ils ont besoin de se renouveler, ils ont besoin de créer des nouvelles formes d'immersion, d'histoire. Donc, mais en tout cas, donc là actuellement, on est en post-production de ce film qui s'appelle actuellement Philippe et I. C'est un titre qui est en développement. Enfin, le titre va sans doute changer. Et c'est un film de science-fiction où on est à l'intérieur de la tête d'un robot en fait, qui a vraiment existé en 2005. Et en fait, qui a été dérobé au bout de 6 mois. Ils ont fait des présentations dans plein d'universités. Et en fait, on raconte l'histoire de ce robot du point de vue de la tête du robot. Ensuite, on a fait un projet avec Canal+ l'année dernière, où en fait, on était sur le plateau de chacun des animateurs phares de Canal+, et on était un peu l'invité en fait. Et l'animateur était en face de nous et nous racontait une anecdote pour les 30 ans de Canal+, parce que c'était à l'époque des 30 ans. On a fait, alors ça c'est de la pub, on a fait une visite dans les ateliers de Louis Vuitton, où en fait on voit comment ils construisent les malles.
Ça, c'est un film qu'on a fait avec Orange sur l'exposition Game of Thrones. En fait, on peut naviguer dans l'exposition de Game of Thrones, on voit les costumes et tout pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'y aller. Ça, c'est un film pour Engie, où en fait on découvre l'écologie à travers une immersion avec notamment des plans en drone au-dessus de paysages absolument fabuleux. Ça, c'est un film qu'on a fait justement pour Samsung, où en fait on suit une recette de cuisine avec Michel Troisgros, qui est un super cuisinier qui fait des trucs super bons. Et on est en cuisine avec lui. En fait, on suit depuis le potager jusqu'à l'assiette. Donc voilà, c'est une sorte de recette de cuisine en réalité virtuelle. Ça, c'est un projet qu'on a fait avec le Forum des images. En fait, c'était le 27 septembre. On a fait une journée à Paris où en fait les voitures étaient interdites dans certaines parties de Paris. Et en fait, l'idée, c'est de montrer Paris vide. C'est assez bluffant. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a splitté l'image en deux. Donc quand on regarde à gauche, on a Paris vide, et quand on regarde à droite, on voit toutes les voitures. Donc pareil, c'est des formes de produits, de formes de films pour sensibiliser les gens à l'écologie. On a fait une salle de cinéma en 3D en fait pour Orange. En fait, le principe, c'est qu'on rentre dans une salle de cinéma. Alors ça paraît bête comme ça de regarder un film classique dans une salle de cinéma en réalité virtuelle. C'est un peu ce qu'on s'est dit au début, et en fait c'est assez impressionnant parce qu'on rentre dans une salle et on a un écran gigantesque. Donc si jamais on regarde, je ne sais pas si vous avez des DivX chez vous, vous voulez rentrer dans votre smartphone dans le masque, et en fait tout d'un coup on est dans une salle IMAX, et on peut même choisir la déco de la salle, on peut regarder le film sur la Lune même si on veut, ou sur un bateau, enfin où on veut. Ça c'est le concert, c'est ce que vous montrez Antoine tout à l'heure, c'est une sorte de live qu'on a fait avec Rhône, qui est un DJ parisien un peu connu, et en fait on a fait un live à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc on est dans un décor hallucinant, et c'est comme s'il était en face de nous et qu'il jouait que pour nous en fait. On est seul avec lui et il joue pour nous avec deux autres musiciens. Et voilà. Et je voulais juste répondre un tout petit peu aussi à ta question de secondes, c'est je pense que on sait maintenant que la télé c'est mort. Le patron de Netflix disait s'il n'y avait pas de sport, ce serait mort dans 5 ans. Donc ça va peut-être mourir dans 10, mais pas la programmation. Le fait qu'il y ait une programmation, des chaînes et tout, ça durera et c'est génial. Parfois, on ne veut pas choisir, on veut rentrer chez nous et qu'on nous suggère. La télé en tant que telle est morte, et je pense que beaucoup de ces acteurs traditionnels le savent très bien. Ils savent que leur cœur de métier n'est pas mort, de choisir des projets, de les financer, de nous aider et de choisir ce qui est bon pour le public à telle heure et tout. C'est vrai que c'est important. Mais comme le média traditionnel, lui, va mourir, c'est une évidence, ils veulent trouver ce que va être le futur. Donc je pense qu'ils n'ont pas cette défiance que moi aussi j'avais peur qu'ils aient. Sur quoi, tu viens piquer mon taf et tout en faisant un autre truc. Non, au contraire, ils voient ça plus comme un prolongement. Et nous, on ne vient pas concurrencer ces gens-là. Hein. Nous, c'est nos clients et on veut les aider et qu'ils nous aident à aller vers ça. Donc il y a vraiment un truc très main dans la main et on a plus de facilité à travailler avec ces médias-là qu'on en a depuis 8 ans avec notre autre boîte et qui nous répondent une fois sur 1000 à nos mails. Donc ils sont plus ouverts à ce truc-là. Donc je suis plutôt positif là-dessus. Alors il y a encore une dernière question, très rapidement, juste là-haut. Oui, bonjour. Juste une petite question. Est-ce que vous travaillez aussi déjà sur la géolocalisation, mais dans un espace restreint? On s'entend, il y a des magnifiques exemples qui ont été faits. Europa Park vient l'annoncer, où effectivement ils ont remis les cases virtuelles sur une attraction qui existe déjà, où du coup on peut revivre l'attraction différemment. Là, c'est une dimension de plus, c'est encore une complexité de plus à gérer, puisqu'il faut géolocaliser la personne dans un espace réduit. Ça, on n'est pas encore là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on n'est pas contre. La prochaine étape qu'on fait, c'est brancher des casques qui traduisent l'électricité du cerveau et qui influent sur le film. Et il y a tellement de choses à développer qu'on doit en choisir quelques-unes de temps en temps. Là, on n'est pas là-dessus en ce moment, mais il n'est pas exclu que Pierre nous sorte un film qui demande ça. On va en parler. Voilà, en tout cas, merci messieurs, on a bien compris. Il y a encore bien des choses à explorer dans ce monde de réalité virtuelle. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci. Et on est là, hein, si vous avez d'autres questions. Oui, n'hésitez pas, ils partent pas. Hein. On les garde encore un moment. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure à 17h pour parler cette fois-ci de vidéo et de médecine.